Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Annie Aimé qui vient nous parler de sa conférence « La face cachée des troubles alimentaires ». On apprendra à mieux connaître ses problématiques de santé. On a plus tard à l'émission nos invités Richard Breton et Catherine Lachance qui, eux, viennent de Maison l'Échelon et vont nous parler d'un comité entre pairs. Alors, on aura bien sûr des gens très intéressants et on aura surtout aussi des espressos et espressos allongés où il sera question du sujet « Le trouble panique ». Alors, tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On commence en chanson avec la chanson s'intitule donc Danse encore et c'est de LDN La Flamme. Bienvenue à Folie douce. Le temps s'enfuit comme la vapeur qui s'évapore encore, le sommeil se fait rare. Je rêve de mon appart, toujours être sur mon 36. Ça me fait plus sourire ben fort, mais moi m'a dit que c'est un site. Je pensais toi trop fort. Je m'ennuie de l'air pur, de la froidure de toi et maman. Des vieilles maisons, des vieux balcons qui restent malgré le vent. De toi mon petit village, ramancheur de cœur aux 1000 images. Ça fait que c'est du guido, je m'en retourne chez nous. Promener ma musique dans les rues, lâcher mon fou. Me promener en machine et respirer l'air doux dans le village de mon chez nous. Je m'en vais mettre mes pieds dans mes vieilles bottines. Je m'en vais retrouver mes racines d'origine. Sentir le parfum de la maison, parler aux voisins sur le balcon, courir ces chemins de gravelle qui mènent aux souvenirs éternels. Ça fait que c'est Tigidou, puis je m'en retourne chez nous. Promener ma musique dans les rues, lâcher mon fou. Me promener en machine et respirer l'air doux dans le village de mon chez nous. Je veux être loin des péteux de brou, ceux qui achètent rien à 30 sous. Je veux être loin du monde, pas de cœur, qui se pense toujours les meilleurs. Je veux être loin de la ville, je veux être loin tranquille. Mais quand je pense à toi, la flamme danse encore en dedans de mon corps. Tu brûles dans mes veines, tu me traverses de bord en bord. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 20 ans. Je suis en compagnie de mon invité qui est Annie Aimé. Bonjour, Madame Aimé.
Bonjour, M. Bougeaud. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes professeur à l'Université du Québec en Outaouais, campus de Saint-Jérôme, grande région de Montréal. Et vous êtes psychologue aussi en pratique privée à la clinique Imavie, je pense. Oui, c'est ça? Exact. On va parler ensemble d'une conférence que vous avez prononcée en mars de cette année qui portait le titre « La face cachée des troubles alimentaires ». On en parle beaucoup des troubles alimentaires, mais j'aimerais d'abord voir un peu le cheminement qui vous a amené à vous intéresser aux troubles alimentaires dans votre cheminement professionnel. Okay. En fait, c'est parti d'un intérêt pendant que j'ai fait mon doctorat à l'Université Laval, il y a déjà plusieurs années, avec mon directeur de thèse aussi, qui, lui, voyait vraiment un potentiel là, à s'intéresser au niveau des troubles alimentaires, où il y avait peu aussi à cette époque-là de cliniciens ou plus de cliniques aussi qui étaient spécialisées dans le domaine. Ça a commencé comme ça, évidemment, c'est devenu rapidement une passion. Puis, maintenant, ça continue, autant du point de vue clinique que du point de vue recherche. Là, je continue de me centrer là-dessus. Combien de gens sont touchés par les troubles alimentaires? Est-ce qu'on le sait en général? En fait, on parle de proportions assez... qui sont différentes selon le trouble alimentaire, si on veut. On parle d'environ 1% de la population en général qui souffrirait, par exemple, d'anorexie, de boulimie, 2 à 4%, ça dépend des études, ça dépend des références qu'on prend. Mais donc, on pourrait parler là, en moyenne peut-être de 5 personnes, si on veut, sur 100. Mais ça, c'est boulimie, anorexie. C'est les deux principales. C'est les deux principales, mais il y a d'autres troubles aussi, comme l'hyperphagie boulimique, par exemple, que celle-là, on retrouve beaucoup plus dans la population. C'est plus fréquent, puis c'est plus fréquent aussi chez les hommes, ce qui peut amener un certain intérêt là, dans ce sens-là. Et c'est plutôt nouveau, je dirais aussi, parce que ça a souvent été attribué aux femmes plus les troubles alimentaires, en fait. Oui, mais vous avez raison, c'est plutôt nouveau dans le sens que c'est comme si c'était un vieux diagnostic, mais qu'on n'avait pas mis dans nos livres de référence. Alors, c'est depuis seulement 2013 qu'on reconnaît l'hyperphagie boulimique comme un trouble alimentaire. Alors oui, effectivement, c'est comme nouveau, mais on avait un problème avec les troubles alimentaires. Le problème était que il y avait plusieurs personnes qui semblaient en souffrir, mais on n'était pas capable de les diagnostiquer parce qu'ils n'entraient pas justement dans les catégories typiques qui sont l'anorexie et la boulimie. Alors maintenant, on a le nouveau diagnostic d'hyperphagie boulimique, puis il y a d'autres troubles alimentaires qu'on dit spécifiés là, qui sont maintenant reconnus. Comment on peut décrire l'hyperphagie boulimique? L'hyperphagie boulimique, en fait, ressemble d'une certaine façon à la boulimie dans le sens qu'on a des excès alimentaires importants avec des grandes quantités sur des courtes périodes de temps, puis un sentiment de perte de contrôle. Donc ça, c'est la même chose. Ce qui est différent, c'est au niveau des comportements qu'on dit compensatoires. Donc, c'est des gens qui vont pas, par exemple, se faire vomir ou jeûner ou prendre des laxatifs diurétiques. Donc, vraiment, ils vont comme supporter le malaise qui amène le fait de trop manger et attendre que ça passe. C'est ça qui fait un peu la différence avec la boulimie plus traditionnelle, on peut dire. Exactement. Si on venait à votre conférence, donc la face cachée des troubles alimentaires... donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que ça... Donc, quand on dit face cachée, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, à découvrir, mais pourquoi avoir choisi ce titre-là, justement? En fait, quand on a parlé avec les gens de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, notre objectif était vraiment de sensibiliser les gens un peu plus à l'idée qu'il y a une détresse avec les troubles alimentaires et il y a des difficultés au niveau du fonctionnement aussi qui sont associées. Et souvent, on va responsabiliser ou culpabiliser les gens puis dire mais c'est de sa faute, un responsable, a juste à manger. Alors que dans les faits, c'est pas si simple que ça. Donc, c'était, je dirais, notre objectif premier, là, sensibiliser au fait que c'est pas facile d'avoir un trouble alimentaire, c'est pas un choix, c'est pas quelque chose qu'on aime avoir nécessairement non plus. Est-ce que les gens sont vraiment conscients que c'est une problématique? On dit souvent, c'est un peu comme à une certaine époque, on disait, quelqu'un qui est en dépression, bouge-toi, fais quelque chose. T'sais. On a l'impression que c'est pas une problématique, mais alors que c'est tellement plus fort que la personne. Est-ce que les gens est-ce que la population en général est consciente de ça? Je pense que de plus en plus, les gens sont sensibilisés, mais il y a encore du chemin à faire. Puis, effectivement, on entend encore régulièrement dans nos cliniques le genre de, on me dit que j'ai juste à manger. C'est facile, j'ai juste à manger. Mais si c'était si simple, ça marcherait. On n'aurait pas besoin d'avoir des psychologues puis des intervenants en troubles alimentaires.
Dans votre conférence, je ne sais pas si vous avez abordé les mythes et réalités des problématiques. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques-uns aux gens, des mythes qu'on devrait mieux connaître? Justement, en ce sens-là, il y a toute l'idée de est-ce que c'est vraiment une responsabilité? Est-ce que la personne, on doit la blâmer, la responsabiliser? Est-ce que c'est une personne qui est manipulatrice, par exemple? Parce que des fois, il y a ça aussi. Elle veut pas manger ça, elle manipule. Et ça, on en a parlé en disant, ben non, c'est pas de la manipulation. En fait, quand le trouble alimentaire est bien installé, il y a vraiment une grande détresse, puis il y a vraiment des comportements qui semblent un peu plus forts que la personne qui s'installe. Au départ, oui, il y a une prise de contrôle sur son poids, sur son alimentation, mais rapidement, ça devient comme le poids puis l'alimentation qui contrôle l'individu. On a parlé de ça. On a parlé aussi du fait que, en fait, il y a une responsabilité collective aussi dans notre société. Il y a une grande intolérance par rapport au poids. On ne devrait pas être en surpoids, il ne faut pas prendre de poids, il faut faire attention à notre poids. Donc ça vient vraiment valider aussi, puis inquiéter les personnes qui développent des troubles alimentaires, dans le sens que ça valide le fait qu'elles doivent faire attention, puis ça les inquiète dans le sens que faut vraiment pas que je prenne de poids parce qu'on va me détester ou qu'est-ce qu'on va dire de moi. Fait que on a regardé, dans le fond, sous ces angles-là, on a regardé la notion de seulement manger aussi pour se dire que non, t'as juste à manger, là, pour se dire que non, c'est pas juste ça, pour se dire que en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont reliés aux troubles alimentaires. Des facteurs, par exemple, qu'on pourrait parler de psychosociaux. Là. Donc, il y a des éléments de personnalité, par exemple, qui vont faire qu'une personne va être plus à risque. Donc, c'est pas juste manger. Exact. Est-ce que le fait, justement, que la problématique a rapport avec la nourriture, on sait que la nourriture est vitale pour l'être humain, est-ce que c'est encore plus difficile de sortir d'une problématique comme ça que quelque chose qui serait, par exemple, des drogues ou de l'alcool, où on dit que c'est pas nécessaire, entre guillemets, pour la santé? Non? Tout à fait, vous avez raison. En fait, les clients vont nous dire souvent, tu sais, moi, c'est pas facile de me débarrasser de ce problème-là parce que je suis obligée de manger. C'est pas comme, mettons, ils vont dire, c'est pas comme l'alcool où j'ai pas besoin de prendre d'alcool. Mais manger, c'est nécessaire. Puis ça fait partie des pistes de traitement qui sont vraiment importantes à implanter, c'est-à-dire de mettre une alimentation régulière et stable. Ouais. Donc, on donne le traitement qu'on prescrit, si on veut, c'est ce qu'eux veulent éviter. Oui, alors, c'est ça. C'est vraiment très confrontant. Donc, il faut comme réapprendre peut-être la relation qu'on a avec la nourriture ou avec c'est ça qui est problématique, là, de dire c'est un processus probablement qui est plus long. Exact. De cette façon-là. Et est-ce que les problématiques de ce genre-là, alimentaire, est-ce qu'en général, ça commence tôt dans la vie d'une personne? Oui, souvent, en fait, les deux moments d'apparition les plus, je dirais, où les gens sont les plus à risque, c'est à l'adolescence, vers le 13-14 ans, puis vers le 17-18 ans. Donc, adolescence, jeune adulte. Ça tend un petit peu même à diminuer actuellement. Là. Donc, on voit de plus en plus de jeunes qui ont moins de 13 ans, par exemple, qui développent des troubles alimentaire. Puis, on a aussi des gens qui peuvent le développer à l'âge adulte, là, quand même. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette problématique-là n'a aucun rapport avec le physiologique, en fait, que c'est vraiment plus l'environnement ou tu sais, comparativement à d'autres problématiques où on dit, des fois, il y a une source qui peut être physique, c'est-à-dire on peut avoir une hérédité un peu au niveau des problématiques de santé mentale en général. Est-ce qu'on peut affirmer que dans le cas des troubles alimentaires, c'est plus l'environnement ou le milieu qui va faire en sorte que la personne va avoir une problématique? C'est les deux aussi. En fait, il y a aussi une génétique. Oui. C'est-à-dire que dans une famille où on a, par exemple, une mère ou une tante qui a souffert d'anorexie, le risque est plus élevé que les enfants ou les neveux, nièces en souffrent, là, aussi soit d'anorexie, boulimie ou d'un autre trouble alimentaire. Oui. Donc oui, il y a une génétique, il y a une part génétique, il y a une part aussi physiologique dans le sens en fonction du sexe. Si on est fille, on a un risque plus élevé, l'âge dont on parle. Fait qu'il y a quand même des éléments qui sont physiologiques, mais oui, l'environnement est très important, puis ça, c'est indéniable. Là. On a vraiment démontré, il y a plusieurs auteurs qui ont démontré que le fait, par exemple, d'amener la télévision dans des milieux où il n'y avait pas de télévision auparavant, ça change les choses, ça augmente les préoccupations des jeunes filles, ça fait en sorte qu'ils vont adopter des comportements alimentaires problématiques comme vomir, qui n'étaient pas là auparavant. Alors, c'est clair qu'il y a une notion très importante au niveau des effets de l'environnement. Là. Parce que la télévision nous amène une image où les jeunes filles
dans plus souvent des cas, peut-être de vouloir ressembler, veulent ressembler, disons, à certains modèles ou à certains types, là, des stéréotypes là, plus spéciaux. Absolument. Ça peut soit... parce qu'aux îles Fidji, il y a eu justement une étude là-dessus. Les filles étaient un peu plus rondes au départ et ils s'acceptaient bien comme ça. Puis là, effectivement, ça a comme changé leur perception de qu'est-ce que c'est la beauté. Oui. Alors, ça vient changer la perception. Ça vient aussi donner l'impression que c'est probablement atteignable puisqu'il y en a à la télévision. Oui, c'est ça. Alors que tout est souvent fabriqué, puis il y a beaucoup de trucage, il y a beaucoup de... Tu sais, la magie de la télévision, du cinéma, on peut faire beaucoup de choses avec les gens. Mais même s'ils savent que c'est truqué, ça vient quand même provoquer une détresse puis une envie de ressembler. Oui. Donc, Mme Aimée, si est-ce que vous pensez que le gouvernement est rendu là de dire, est-ce qu'on devrait mettre des efforts à faire comprendre aux gens que il faut s'accepter, il faut être bien dans sa peau, parce que ça part peut-être de là beaucoup aussi. On est peut-être rendu là parce que ça cause beaucoup de problèmes, les problèmes alimentaires. J'imagine qu'il y a des hospitalisations, il y a des gens en détresse, il y a des suicides, donc le gouvernement est souvent intervenu, par exemple, quand il y a eu des accidents de la route ou dans les cas de suicide, mais cette problématique-là, je pense qu'elle est peut-être mal évaluée dans le sens qu'elle fait beaucoup de ravages. Oui, elle fait beaucoup de ravages chez nos jeunes aussi. Comme vous dites, mort par suicide, mort par famine, c'est une des causes des mortalités les plus importantes chez les jeunes. Mais est-ce que nos gouvernements font des efforts en ce sens? J'ose dire que oui. Il y a eu, par exemple, un programme d'action là, qui servait, un programme d'action gouvernemental qui nous aidait là, à regarder un peu plus comment on devrait faire, finalement, s'intéresser à l'image corporelle, aux insatisfactions corporelles. On regarde ça. Le ministère de la Famille a fait un guide aussi récemment qui s'appelle Gazelle et Potiron, qui lui suggère, par exemple, au service de garde, comment on peut aborder même l'image corporelle, l'activité physique. Est-ce que les aliments, on doit les interdire ou pas? Puis justement, la réponse est non, on n'interdit pas, par exemple, les aliments sucrés. C'est une question de fréquence. Alors, il y a des efforts, mais c'est sûr que ça peut continuer. Donc, on travaille quand même sur la génération qui pousse et tout ça. Les efforts sont là, mais c'est effectivement, il faut qu'il y ait une conscientisation. Puis je pense, c'est comme vous disiez un peu plus tôt, je pense qu'il y a aussi la responsabilité collective de tous. C'est ça, en société, on n'a pas à... On doit un peu intervenir tout le monde. Là, oui, puis comme adulte, on a vraiment le rôle de faire attention à ce qu'on dit devant les enfants, devant les jeunes. Excusez-moi l'anglicisme, mais ce qu'on dit comme le fat talk, là, tout parler de poids, d'image corporelle, ensemble, on peut limiter ça, puis on peut surtout limiter ça devant nos enfants. Et dédramatiser ça, puis démystifier ça, en fait. C'est ça, dès qu'il y a des interrogations, en étant parent, par exemple, on a des interrogations de nos enfants, ben c'est de démystifier tout ça, un peu de changer un peu les concepts et les perceptions. Là. Exactement. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on donne en terminant les gens qui veulent en savoir plus sur les troubles alimentaires. Particulièrement, je pense, au niveau de la clinique IMAVie, je pense qu'on peut trouver de l'information en cherchant ça sur Internet. Oui, la clinique IMAVie, IMAVI, se trouve en ligne. Puis, on donne toutes sortes d'informations. Évidemment, la clinique est située à Gatineau, par exemple, en Outaouais, mais il reste que si une personne est intéressée à avoir de l'information, on a un blog, on a différents articles qui ont été écrits par plusieurs de nos intervenants. Alors, c'est possible de trouver quand même de l'information là-dessus. Pour en savoir plus sur toutes les problématiques de troubles alimentaires, pour avoir des pistes de solutions peut-être. Exact. Excellent. Merci beaucoup, Annie Aimée, d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci de nous avoir aidés à mieux comprendre les problématiques de troubles alimentaires. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. À fleur de peau, le soleil m'éblouit. Mon cœur prend l'eau en un coup de vent, mon corps s'oublie. À fleur de prose, des perles de jeunesse tombent du ciel rose et me blesse comme autant de fausses promesses. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit, le souvenir de ta main sur ma peau. Sur ma peau.
le mirage. À fleur de prose, mes larmes étaient caresses. Comment ce dos expose au grand jour mes faiblesses. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit. Les belles années, si c'est la fougue vive, l'ivresse des liaisons furtives, c'est aussi mes mélancolies en écho dans la nuit. Le souvenir de ta main, de la rosée sur ma fleur de peau. Sur ma peau. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Guillaume. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, le sujet que tu nous proposes, le trouble panique. Oui, un trouble qui concerne beaucoup de gens, plus qu'on pourrait penser. Oui. Ouais. Et je suis allé sur le site Internet de la Fondation des maladies mentales. Et je vais vous en lire quelques passages. Je n'aurai pas le temps de tout lire, là, mais je vous invite à visiter le site si vous êtes concerné par ce problème. Alors, comme description, comment décrire c'est quoi le trouble panique? On nous dit, imaginez que vous êtes au volant pour vous rendre à votre travail ou que vous faites la queue pour payer vos achats d'épicerie et soudain vous avez une sensation semblable à celle que vous auriez si votre voiture tombait en panne sur une voie ferrée et qu'un train de marchandises fonçait vers vous. Votre cœur bat très fort. La poitrine vous fait mal, vous vous sentez étouffé. Autour de vous, tout s'embrouille, les images deviennent floues ou semblent irréelles. Vous croyez subir une crise cardiaque, mourir ou perdre le contrôle de vous-même ou le contact avec la réalité. Dans la crainte de perdre le contrôle de votre voiture ou de faire une scène dans le magasin, vous fuyez aussi rapidement que vous le pouvez. Après plusieurs minutes, la sensation de panique s'atténue. Vous vous calmez et vous vous demandez ce qui vient de vous arriver. De plus, depuis au moins un mois, vous craignez d'avoir d'autres épisodes semblables. Ceci définit ce que l'on appelle un trouble panique. Ça, c'est la première fois que tu vis l'événement. Non, en fait, plus que ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours à recommencer. Donc, c'est toujours une situation qu'on tente d'éviter puis qu'on panique. Là. Okay, exactement. La description, c'était beaucoup soudain. Qu'est-ce qui m'arrive, c'est la première fois. C'est soudain, mais ça se répète et c'est aussi pire quand ça se répète. Ouais. On a décrit les crises de panique comme un signal d'alarme déclenché par le corps sans raison valable, comme une fausse alarme. Lorsqu'un tel signal est déclenché en présence d'un danger réel, la réaction de terreur extrême peut être essentielle à la survie. Mais en état de crise de panique, la réaction de terreur se produit alors qu'il n'y a aucune raison de donner l'alarme. Ce que les crises de panique ont de curieux et de terrifiant, c'est qu'elles se produisent souvent dans un cadre familier ou dans une situation qui ne présente pas de danger réel. Il n'en demeure pas moins que la victime est prise de terreur avec toutes ses manifestations physiques et psychologiques. Ça, c'est étonnant que ça soit dans une situation qui n'est pas nécessairement qui sort de la normale. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, mais je peux dire aujourd'hui, ma mère qui est décédée aujourd'hui avait des crises d'agoraphobie et la première fois qu'elle a vécu ça, c'était absolument paniquant parce qu'elle pensait mourir et on faisait une balade sur le Mont-Royal, imagine-toi. C'est arrivé à l'extérieur. Ah oui, ça. Puis c'était une situation tout à fait calme, mais où ça arrivait. Oui. Ah oui.
Ah oui, ma mère a vécu ça intensément. Donc, je continue. À défaut de détection ou de traitement, le trouble panique peut progresser et causer une détresse encore plus grande. La menace constante de ne pas savoir quand ni où une nouvelle crise va se produire peut provoquer une anxiété d'anticipation, c'est-à-dire la crainte constante d'autres crises de panique. La personne pourra constater qu'il ne lui suffit pas d'éviter les situations ou les endroits redoutés pour empêcher ce sentiment d'anxiété ou de peur. Finalement, Ghislain, c'est que ça se résonne pas. Okay, en bon québécois. Puis la grande différence avec une phobie, c'est qu'une phobie, c'est un objet précis. Souvent. L'anxiété, mais il n'y a pas de raison en tant que telle. Oui. Le trouble panique, c'est ça? Ça peut être dans toutes sortes de situations. Oui, oui. Alors, cette anticipation de faire d'autres crises de panique doit durer depuis au moins 1 mois pour qu'on puisse poser le diagnostic de trouble panique. C'est pas juste un événement ici qui peut arriver. Il faut que ça se répète. Ça se répète souvent. Donc, les symptômes, j'en ai parlé un peu, il y a les palpitations, la transpiration, les tremblements ou les secousses musculaires, la sensation de souffle court ou d'étouffement, la sensation d'étranglement, douleur ou gêne dans la poitrine, et j'en passe parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut appeler ça une anxiété extrême ou c'est quelque chose de plus précis? C'est plus comme une crise de panique dans le sens que ça vient seul et sans raison valable. Okay. C'est ça qui est particulier. Et c'est plus que de l'anxiété, je dirais. Oui, extrême, c'était c'est vraiment la panique totale, comme si un train nous fonçait dessus. C'est ça. Alors, je poursuis, on dit, les attaques de panique peuvent être présentes dans d'autres troubles anxieux tels que la phobie sociale ou la phobie spécifique. Une attaque de panique peut, par exemple, être déclenchée à la vue d'une araignée chez une personne qui en a déjà la phobie. Par contre, même si les gens qui souffrent d'un trouble panique font aussi parfois des attaques de panique liées ou favorisées par une situation particulière, il doit y avoir la présence d'attaques de panique qui surviennent de façon inattendue pour établir justement le fameux diagnostic. Et maintenant, l'agoraphobie. Ça, c'est la crainte de se trouver dans des lieux où il pourrait être difficile de fuir ou d'obtenir de l'aide lorsqu'on vit une attaque de panique. Certains agoraphobes ne circulent que dans un périmètre restreint ou ont besoin d'être accompagnés d'une personne de confiance. C'est ce que ma mère a vécu pendant plusieurs années. En général, c'est quelqu'un qui s'enferme chez lui parce que c'est rassurant. En général. Souvent, c'était le cas pour ma mère, ma défunte mère. Alors, on dit, de cette façon, le trouble affecte également la famille et les amis. D'autres s'exposent, mais au prix d'une anxiété importante. Normalement, les victimes de troubles paniques se rappellent assez bien des premières crises de panique parce que la terreur physique et psychologique a été écrasante. Certaines personnes croient qu'elles sont victimes d'une crise cardiaque massive ou qu'elles perdent carrément la raison. L'impulsion de fuir immédiatement ou de demander de l'aide pousse certaines victimes vers les services d'urgence des hôpitaux où elles insistent sur le fait qu'elles craignent, par exemple, d'avoir une crise cardiaque. Les tests physiques ne révèlent habituellement rien d'anormal. Oui, c'est ça qu'on rapporte. Bien, tu vas poursuivre à l'Espresso allongé plus tard à l'émission, Pierre. On va demeurer des nôtres, donc tout le monde, on va poursuivre ça à Folie douce un peu plus tard. À venir dans l'émission Folie douce, nos invités sont Richard Breton et Catherine Lachance de Maison l'Échelon qui nous parlent du comité Entre Pairs. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le trouble panique. Nous entendrons aussi les chansons Demain de Thomas Dutronc et Crime parfait de Alexandre Desilets. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Je suis en compagnie de mes invités qui sont Catherine Lachance. Bonjour Catherine. Bonjour. Et bonjour Richard Breton. Bonjour. Bonjour, vous êtes tous les deux de Maison L'Échelon. On va parler ensemble d'un comité entre pairs dans quelques minutes, mais on va d'abord faire un petit aperçu de ce que c'est Maison L'Échelon, une ressource qui existe depuis longtemps. Est-ce que Richard, tu voudrais amorcer, présenter un petit peu la ressource? C'est ça, les Maisons L'Échelon, ils ont 18 centres de services. Ouais. C'est ça, ça existe depuis 30 ans. Ils offrent aussi pour des personnes des activités comme le centre de jour. Il offre toutes sortes d'activités. Il y a du bingo, il y a du badminton, du cardio. Il y a des fabrications de bijoux, il y a de la peinture. Il offre des cours aussi d'ordinateur et de musique par des professeurs de la commission scolaire. Oui. Il offre une variété d'activités. Et les points de service, quand tu disais, c'est beaucoup d'hébergement, je pense. Oui, c'est ça. C'est une maison, donc ça, depuis longtemps, la tradition un peu de Maison L'Échelon, c'est ça, hein, oui. Catherine? Oui, ça a commencé avec des foyers de groupe. Présentement, on a 6 foyers de groupe, puis des appartements supervisés. Là, il y a 12 immeubles d'appartements supervisés. Oui, donc c'est très chargé en fait comme activité, mais ça touche beaucoup de monde finalement dans toute la grande région de Montréal. Et on parle aujourd'hui ensemble d'un comité justement qui s'appelle Entre pairs. Catherine, tu es conseillère clinique à Maison L'Échelon et dans le cas de Richard, tu es entraidant justement. Oui. Donc, parle-nous donc justement un petit peu de ce que c'est ce comité. C'est pourquoi on dit ça entre pairs, par exemple. OK. Bien, l'idée, c'est relatif aux pères aidants. Hein? C'est de regrouper des gens qui ont eux-mêmes passé au travers des épisodes problématiques en santé mentale, qui ont eu et qui ont repris espoir vers le futur, qui ont vécu un rétablissement, des personnes qui sont en rétablissement, puis qui ont le goût de partager de leur expérience, puis de déposer cette vision d'espoir-là chez les gens à travers des différentes ressources. Ils jouent un peu le rôle de père aidant, mais à un niveau moindre. Là, c'est pas nécessairement un emploi de 35 heures. Là, alors on parle de père aidant depuis quelques années, c'est une formation, c'est un type d'emploi. En fait, les gens sont souvent engagés comme père aidant, mais c'est quand même un début, c'est un peu sur le même modèle que vous faites. Exactement. Mais on s'était rendu compte à Maison L'Échelon qu'il pouvait y avoir beaucoup de gens qui voulaient aider de cette façon-là, d'apporter de leur savoir expérientiel, mais qui n'étaient pas nécessairement des gens qui avaient le goût ou les capacités d'aller faire la formation. C'est des coûts également, la formation. Et après ça aussi, c'est pas nécessairement tout le monde non plus qui veulent s'engager après ça dans un emploi à temps plein, que ça permet de vivre l'expérience de père aidant, mais à un niveau peut-être plus accessible pour certaines personnes. Et Richard, tu interviens de ce genre-là? Tu t'impliques à ce niveau-là? Oui, je fais des témoignages à différentes ressources, des personnes qui veulent m'entendre, parce que j'ai un passé assez... j'ai fait 6 ans d'armée, j'ai été marié pendant 12 ans, j'ai eu 2 enfants. Dans ma première psychose, c'était dans l'armée. Ma deuxième psychose, je me suis retrouvé dans le bois, à vivre dans le bois, dans une tente en plein hiver, pendant 1 an de temps. Puis j'ai recommencé à zéro. J'étais à l'hôpital, j'ai été suivi là 1 an et 3 mois. J'ai après ça un appartement supervisé, fait 9 ans. Puis après ça, là, je suis en HLM. Puis, je compte mon histoire, puis je donne, On peut dire que tu t'es rétabli, que tu vis une vie beaucoup plus heureuse. Ben là, je suis en HLM. Je me suis marié au mois de mai l'année passée. Oui. Puis, c'est ça. Là, je travaille au centre de jour, je fais du ménage, je fais des activités, je fais des groupes d'entendeurs de voix aussi, avec Entre pairs, que je m'implique beaucoup. Et l'implication au niveau en étant entre pairs, comme on dit, est-ce que ça demande quoi? Ça demande d'accompagner une personne? C'est vraiment un match qui est fait entre 2 personnes? Non, pas nécessairement, non. La formule qu'on s'est donnée, en premier lieu, les gens, on se rencontre 1 fois par mois.
tout le comité ensemble. Tout ce que déjà, le fait d'appartenir au comité contribue au rétablissement des gens, de dire, de créer, de ensemble se retrouver, puis de dire comment qu'on va aller semer l'espoir dans les différentes ressources. Puis, c'est vraiment plus axé sur des activités de groupe. Pas nécessairement des rencontres individuelles. Non, c'est ça. Que les activités de groupe, on va essayer de de les adapter en fonction de la réalité des ressources. Qu'il peut y avoir différentes implications possibles. Par exemple, ça peut être, comme là, on a commencé une chorale dans une ressource. Il y a une entraidante qui y va toutes les semaines, puis fait une chorale, anime une chorale avec les participants du foyer. Ça peut être aussi d'aller faire des activités d'art, de se retrouver ensemble avec les autres personnes. Déjà, juste d'être ensemble, de créer des liens. Puis, il y a aussi le comité. On a mis en place Entrevoix, qu'on appelle, qui est des groupes d'entendeurs de voix, là, à laquelle Richard participe. Oui. Là, et on entend de plus en plus parler de ça. Ça commence à faire justement un bout de chemin parce que les entendeurs de voix, ça fait pas si longtemps qu'il y a des groupes justement qui s'intéressent au sujet. Alors, c'est quelque chose qui est réel, là. C'est pas quelque chose on n'imagine pas ça. Il y a quelque chose qui se passe vraiment. Il y a des gens qui vivent avec cette problématique-là. C'est souffrant aussi. Quand je suis sorti de l'hôpital, ils donnent une grosse médication au début. Puis ta qualité de vie, la médication, il y a tous des effets secondaires. Ça affecte la mémoire, la concentration, l'énergie, le gain de poids, la libido, un paquet d'effets secondaires. Puis à un moment donné, c'est ça, ma mère est décédée, j'étais à l'enterrement, puis j'étais pas capable de pleurer. Les émotions ne sortaient pas, puis c'est la médication qui faisait ça. Ouais. Quand je suis revenu de l'enterrement, j'ai dit à mon docteur, mais là, il faut que tu baisses ma médication. J'ai pas été. Ma mère, elle vient de mourir, puis j'ai pas pleuré. Que tranquillement, il descend la médication, puis à un moment donné, j'ai dit OK, wow. Mais à un moment donné, là, j'entends des voix un petit peu, mais c'est comme des murmures. Mais ma qualité de vie s'est beaucoup améliorée. J'ai plus d'énergie, plus de concentration, plus d'énergie. La libido est meilleure. Que je suis capable de vivre avec, mais ils sont présents des fois. Quand c'est plus tranquille ou des fois, ils parlent. Et dirais-tu que c'est, autant Catherine que toi, dirais-tu que c'est quelque chose qui est... est-ce que ça a été expliqué? Pourquoi il y a des voix tout à coup? Pourquoi les gens entendent des voix, justement? Est-ce qu'il y a un côté médicamenteux? Est-ce que c'est la médication? D'après l'infirmière à l'hôpital m'avait expliqué ça. Je connais pas les termes médicaux exacts, là, mais c'est dans les neurones, il y a plus de signal qui se fait, il y a plus de signal. Puis avec les médications, ça réduit les signaux. En tout cas, je n'ai pas les termes médicaux, mais d'après ce qu'elle m'a fait comprendre, il y avait beaucoup de... La médication bloque un peu ces signaux-là. Mais moi, je pensais quand j'étais jeune, tout le monde avait ça. Moi, c'était la voix du diable puis le bon Dieu. Puis là, tu voyais ça dans les bandes dessinées, tout le monde avait ça. Tu voyais ça dans les bandes dessinées, un petit diable et un petit démon. Un ange puis un démon. Puis là, moi, je pensais que c'était normal. Je pensais que tout le monde entendait ça, que j'en ai pas fait de cas. Puis là, c'est à l'hôpital, il a dit non, c'est pas normal, t'entends des voix, puis, mais avec le temps, avec la médication, puis avec, comme j'appelle ça, mon coffre d'outils, je me développe, je fais mon hygiène, toutes des choses que je vois bien. Ça te donne des repères de savoir si ça va bien, c'est ça. Tu t'écoutes plus, puis tu vois plus si ça s'en va dans une direction où ça va mal. Ben là, j'en parle à ma travailleuse sociale, à mon docteur, mon psychiatre. Pendant ma psychothérapie, j'en parle ouvertement. J'ai appris... Avant ça, je gardais tout en dedans. J'en parlais pas. Puis avec l'hôpital, tout ça, avec le psychologue, tout ça, j'ai appris d'en parler, puis d'être ouvert. Puis, c'est pas évident de parler des sentiments pour un ancien militaire qui devait tout garder en dedans. C'est ça. Parler des sentiments, c'était pas évident. T'as appris justement à te confier de ça. Mais Catherine, j'aimerais ça comme conseillère clinique, si tu peux me dire si effectivement ça aide les gens quand on parle justement de comité au niveau de l'entraide, est-ce que ça aide les gens à se sentir mieux? Est-ce que tu as déjà vu une différence dans l'attitude des gens?
Le fait d'y participer. Là. Oui, bien, énormément. Puis je pense que pour nous aussi, ça nous... les intervenants qui travaillons avec ces gens-là, c'est que c'est de se rapprocher du savoir expérientiel. Hein? Ça nous emmène à être beaucoup plus sensibles au vécu. Puis je pense que le fait de se reconnaître chez l'autre, c'est extrêmement important. On va se sentir beaucoup mieux aidé si on sent que la personne comprend réellement parce qu'elle a vécu l'expérience elle-même. Oui. Ça va nous apaiser, ça va nous inspirer, je pense, d'avoir ce modèle-là devant soi. Combien de gens font déjà partie? Ça fait pas si longtemps que vous avez mis en place le comité? Ça fait quand même un certain temps? Ça fait... ça va 2 ans et demi, là. Ah, quand même, 2 ans et demi. Puis il y a combien de gens qui prennent part, justement, au comité entre aidants? Entre pairs, pardon. Ben, on s'est donné le maximum de personnes possible. On s'est donné 12 personnes. Oui. À l'intérieur du comité, on permet qu'il y ait 3 intervenants, 3 personnes qui travaillent à l'intérieur de Maison l'Échelon. Les autres, c'est des entraidants. On est pas mal à ce nombre-là. Il y a des gens qui viennent et qui partent et qui reviennent. Oui. Mais on garde ça vivant avec vraiment là, toujours de faire nos rencontres une fois par mois là, depuis 2 ans et demi. Ça, c'est excellent aussi de garder un rythme là, une fois par mois. C'est quand même, ça vient vite les mois, mais ça donne une espèce de... Ça rassure les gens peut-être dans le processus et tout ça. Là. Il reste une couple de minutes. J'aimerais ça de chaque côté que vous me disiez un petit peu qu'est-ce qui vous motive encore à s'impliquer au niveau de la santé mentale, parce qu'on sait que c'est pas facile. Toi, tu es conseillère clinique, Catherine, toi, tu t'impliques aussi, puis tu as passé beaucoup, tu nous parlais tout à l'heure, tu as passé beaucoup de problématiques, de difficultés. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans le domaine de la santé mentale? Ben moi, il y a beaucoup de personnes à l'hôpital. J'ai pas su les remercier quand j'étais malade, dans ma deuxième psychose. J'ai pas su. Ils m'ont expliqué la maladie, ils m'ont expliqué la médication, tout ça. Puis j'ai pas su leur remercier. Puis il y a bien des gens qui m'ont aidé, puis au moment que j'étais malade, j'ai pas su les remercier. Puis là, c'est pour ça que je fais ça, pour essayer d'aider d'autres personnes, de redonner. De redonner, finalement, ce que tu as reçu, les services et tout ça. Moi, c'est ma grosse inspiration, de vouloir redonner à des gens. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, puis j'ai pas su les remercier. Que là, s'ils m'entendent, j'espère qu'ils savent. C'est juste pour redonner. Puis ça fait du bien quand tu donnes, ça garde chaud en dedans. Oui. Et dans ton cas, Catherine, qu'est-ce qui fait que tu t'impliques autant, que tu travailles en plus? Oui, c'est ça. Ça fait 24 ans là, que je travaille en santé mentale. Moi, j'aime beaucoup côtoyer les gens qui ont vécu des épreuves, d'une expérience difficile. Je trouve que ça fait des personnes très, très belles, qui ont beaucoup d'humilité, qui ont beaucoup de courage. J'aime leur vision sur le monde. Ça m'inspire beaucoup. Puis, je pense que travailler dans ce milieu-là, ça fait en sorte qu'on apprend beaucoup à se connaître soi-même aussi. Ça nous oblige à chercher à être authentique dans ce qu'on est comme personne, parce qu'on ne peut pas accompagner des gens si on n'est pas authentique. Ça se ressent si on n'est pas authentique. Si on est vrai, les gens le sentent. Peu importe qu'on ait ou pas des problématiques de santé mentale, il y a quelque chose d'humain qui passe, qui passe pas. Là. Oui. C'est intéressant. Oui. Avant de terminer, j'aimerais qu'on mentionne soit le téléphone ou un site web pour en savoir plus sur Maison l'Échelon et éventuellement sur les services. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information? On peut toujours aller voir le site Internet de Maison l'Échelon. L'adresse, c'est... maisonl'échelon.com, on va automatiquement tomber. Sinon, ça peut être aussi s'il y a des gens intéressés pour le comité entre pairs, je peux donner mon adresse courriel, qui est catherine.lachance@maisonl'échelon.ca. Excellent. Merci beaucoup, Catherine Lachance, d'avoir été des nôtres. Et merci beaucoup, Richard Breton, aussi, d'avoir été des nôtres. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bonne continuité. Merci beaucoup. OK, au revoir. Au revoir. Merci. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai. Je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y a de la vie tous les soirs, y a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y a toujours une petite fête
Promis, demain j'arrête, mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins prévu la folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai, je vois rien au café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprendre comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre. Allez viens voir mon frère, c'est pas que le paradis n'a pas tout pour nous plaire, mais j'ai plus chaud en enfer, entouré de mes amis. Je fais des économies, je prévois le reste de ma vie, mutuelle et petits bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux, mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous frères, demain y aura plus de guerre, on mangera à sa faim, en attendant je m'en sers un. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre et rêver devant la mer. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro de Folie douce avec le même sujet de commencer plus tôt dans cette émission, Pierre, le trouble panique. Oui. À l'âge toujours aussi présent. Oui, alors on peut dire que les victimes de ce trouble sont plus susceptibles de dépression que la population en général, avec les complications que cela implique. Dans leurs efforts désespérés pour réprimer les crises et sous l'effet de leur anxiété d'anticipation, certains abusent de l'alcool, des drogues ou de certains médicaments. Ouais. Maintenant, ce qu'on dit sur... Il faut aussi dire que c'est universel. Je pense que ça frappe toutes les cultures. Oui, on ne le mentionne pas dans l'article, mais je croirais bien que oui. Alors, ce qu'on dit toujours sur le site des fondations de la maladie mentale, ce trouble apparaît généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vie adulte. La première crise peut se produire après une période de grande tension, par exemple la perte d'un être cher par décès ou séparation, la maladie, un accident ou un accouchement. Même après que la situation de stress a disparu, les crises de panique persistent. Le trouble panique n'a pas de cause unique, mais serait le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs génétiques, biologiques et psychosociaux. Et les chercheurs tentent d'éclaircir les origines et les causes sous-jacentes au trouble panique. Maintenant, les spécialistes désirent trouver des réponses à des questions comme pourquoi les crises de panique se déclenchent-elles à certains moments plutôt qu'à d'autres? Quel rôle joue l'hérédité? D'où viennent les différences apparentes entre les hommes et les femmes qui en sont affectés? Et qui en est atteint? Bien, le trouble panique apparaît généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vie adulte et touche de 1,5 à 3,5% de la population. Les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de souffrir du trouble panique. Et 3 fois plus que les hommes d'avoir le diagnostic de trouble panique sans agoraphobie. Et de récents calculs montrent que plus d'1 million de Canadiens souffriraient de troubles paniques avec ou sans agoraphobie.
Maintenant, comment prévenir et soigner? Il existe maintenant des traitements validés qui offrent l'espoir de soulager plus rapidement et plus efficacement les personnes qui souffrent de troubles paniques. Tout traitement efficace commence par un diagnostic exact. Le simple fait d'identifier la maladie apporte un soulagement énorme à la personne qui craignait que l'on ne prenne pas son problème au sérieux. Parce que ça peut arriver, les gens autour peuvent lui dire, saisis-toi un peu, reprends-toi en main, puis ça va bien aller. C'est plus difficile, en fait, c'est de montrer qu'on n'est pas fou, qu'on ressente vraiment des problèmes. C'est très difficile pour les gens qui souffrent d'agoraphobie, c'est de les amener au cabinet du médecin. Oui, parce que juste ça demande l'effort de sortir, justement. Une première étape de traitement est de réviser son hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie peut grandement diminuer l'anxiété pour la ramener à un niveau tolérable. Parmi les éléments d'une bonne hygiène de vie, on peut mentionner un bon équilibre entre le travail, le repos et les loisirs, une faible consommation de caféine, d'alcool ou de nicotine, une bonne alimentation et surtout de l'exercice régulier. Comme traitement, le trouble panique s'accompagne d'une invalidité significative, d'un taux élevé d'idées suicidaires et de tentatives de suicide, des taux élevés d'abus et de consommation de substances et de dépression parce que ce problème-là fait déprimer, c'est sûr. Sûrement. Il y a la thérapie aussi et la médication sont les traitements de premier recours. Si on parle de psychothérapie, la thérapie est le traitement le plus efficace pour le trouble panique. Les objectifs de la thérapie sont de diminuer la fréquence et la gravité des attaques de panique et de réduire l'anxiété d'anticipation, l'évitement phobique lié à la panique. Je ne sais pas si c'est beaucoup... La vitesse et la dureté du monde moderne, ça augmente le nombre de gens qui souffrent de moi, je serais porté à le panique. Croire. Sûrement. Surtout quand on vit en ville. Oui. Et avec la thérapie, la personne seule ou dans un groupe est graduellement exposée à la situation agoraphobique qu'il redoute excessivement. Si une crise de panique se déclenche, la personne apprend à reconnaître les manifestations d'une attaque de panique. Parmi les médicaments, je vais passer vite un peu, il y a les fameux antidépresseurs, parce que ces personnes-là souffrent de dépression souvent. Il y a les anxiolytiques, il y a les anticonvulsants, les antipsychotiques, il y a aussi la technique de relaxation et de méditation qui peuvent être bons. Et aussi, on doit mentionner les groupes d'entraide. Pour briser l'isolement des personnes atteintes, leur permettre d'échanger, de partager leur expérience et de recevoir de l'information et du soutien, il y a l'Association des troubles anxieux du Québec. Et le numéro à composer dans le 514, c'est le 251-0083. 251-0083. Alors, il y a des façons de combattre ce trouble. Informé sur la question. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet, le trouble panique. Merci, Ghislain, pour ta participation. On continue en musique à Folie Douce. Dès lors
voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. On y va avec la conclusion de l'émission de cette semaine, Folie douce. Alors, je l'aime à l'eau ici à ma compagnie. On va y aller avec les chansons qu'on a pu entendre cette semaine à l'émission. On a débuté notre rendez-vous avec Danse encore. Oui, de Eldéane Laflamme, de prénom. J'espère que je ne l'ai pas trop massacré. Oui, on a écouté À fleur de peau. Oui, de Valérie Carpentier. Dans la deuxième demi, Demain. De Thomas Dutronc. Et à l'instant, Crime parfait. De Alexandre Desilets. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci pour ta participation au micro également, Ghislain Malo. Merci. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où on a parlé du trouble panique. Et tu as nous donné à... Oui, ben je vais répéter le numéro de téléphone de l'Association des troubles anxieux du Québec ou l'ATAQ. Oui, ATAQ. Je pense. Oui, donc c'est le 514-251-0083. Excellent. Je remercie notre invitée Annie Aimé avec qui on a parlé de la face cachée des troubles alimentaires. On peut avoir plus d'informations sur les troubles alimentaires justement en cherchant sur le web clinique IMAVI, IMAVI. Je remercie également notre deux invités en fait en deuxième partie de l'émission, Richard Breton et Catherine Lachance de Maison l'Échelon. Ils ont parlé du comité Entre Pairs. On peut faire aussi une recherche Maison Échelon donc sur le web pour avoir plus d'informations. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Folie douce. Au revoir. Pop